Un animé dont le héros se traballe le pire bébé du monde sur le dos. Comme si entre Sacha et son Pikachu, c'était pas déjà assez compliqué. Vous allez me dire qu'un tel concept ne peut pas exister, enfin. Nope. Eh bien, vous avez totalement tort. Le pire est que je suis certain que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de cette franchise, si ce n'est l'avoir vue. Sauf que elle a un peu disparu des radars malheureusement, alors qu'elle faisait quand même partie du Shonen Jump, l'un des plus grands magazines de manga au monde. Elle a quand même osé mélanger Dragon Ball, Spy X Family et Doraemon, le combo idéal mais un peu étrange pour renouveler l'univers des mangas. Et pourtant, plus grand monde n'en parle réellement. Alors que bordel, cet animé j'adore. Sérieux, comment tu peux ne pas aimer un chef-d'œuvre de l'humour? Ta gueule, juste ferme ta gueule. Oh pardon, veuillez m'excuser pour mon comportement déplacé, ça ne se reproduira plus. Enfin bref, nous allons aujourd'hui aborder l'histoire du shonen le plus what the fuck et unique au monde. Et je vous promets que ça va être palpitant. Belzebub a été créé par le mangaka Ryuhei Tamura, né le 19 avril 1980 dans la préfecture de Gifu, située au centre du Japon. Il a autrefois travaillé pour Toshiaki Iwashiro. Mais qui est ce mec, me direz-vous? Eh bien, il s'agit de l'auteur de Psyren, un manga dont je n'ai jamais entendu parler, mais qui visiblement se passe dans un lycée avec des jeux se passant dans un monde où ils ont avancé dans le temps d'une dizaine d'années. En gros, c'est un Squid Game du futur pour gros whip, quoi. Après, pour le reste de sa biographie, j'ai pas trouvé d'autre chose si ce n'est qu'il semble vouer un grand respect pour le légendaire Akira Toriyama. En 2008, il sort un one-shot afin de préparer sa grande série de mangas sobrement intitulée Belzebub, un manga qui porte déjà les bases de ce que sera la série avec un adolescent, une jeune femme et un bébé. Ce petit one-shot est un relatif succès, ce qui pousse notre cher Tamura à transformer ce one-shot en une série complète qui durera de février 2009 à février 2014. Et le manga se fait même une place au sein du Shonen Jump quand même, aux côtés de One Piece ou Dragon Ball. Ce n'est pas rien. Le manga finit même par obtenir une adaptation en animé sorti entre janvier 2011 et mars 2012. Réalisé par le studio Pierrot, que vous connaissez pour Naruto ou encore Black Clover et qui contient des anciens de chez Tatsunoko. Bon ok, peut-être là je viens de toucher de la préhistoire moi. Alors vous allez me demander mais de quoi parle cet univers? Pourquoi l'histoire est centrée autour d'un petit bébé qui ressemble à Zoro dans One Piece? Pourquoi est-ce qu'il y a à la fois de l'humour et de la baston et en même temps des leçons de vie parentale? Et c'est désormais ce que nous allons raconter dès à présent. L'histoire de Belzebub se déroule dans une province fictive du sud du Japon nommée Ishiyama, où l'on suit les aventures d'un certain Tatsumi Oga, un élève de seconde fréquentant le pire lycée de la région, Saint-Ishiyama. Il n'y a que des racailles, les bâtiments sont tagués partout, les couloirs sont insalubres, bref, c'est le lycée de la Seine-Saint-Denis, hein. Oh désolé, je veux pas être méchant, je fais que dire la vérité. Bref, notre protagoniste est réputé pour être la pire racaille du lycée, ayant la fâcheuse tendance à taper la moindre personne qui viendrait la contrarier. On le surnomme Oga le fou furieux. Sauf qu'un beau jour, sur le chemin du retour, il croise un étrange moustachu, qui semble contenir un bébé qui est assez spécial puisqu'il a les cheveux verts. Sauf que ce bébé se révèle plus spécial que ce qu'on croit, notamment dès qu'il pleure, il balance des décharges électriques façon Pikachu enragé. Attends gamin, chiale pas. Tiens, regarde un peu le beau cricket. A few moments later. Énorme. Bon après sa chevelure annonçait déjà la couleur. Mais le pire est à venir, car aussitôt débarque une jeune blondasse nommée Ida, qui lui révèle que ce bébé est en réalité Belzebub IV, le fils du démon suprême, le maître incontesté des enfers. Tu seras le parent du diable. Sa majesté le démon suprême a été très clair. Bon, c'est pas tout ça, mais demain, j'anéantis l'humanité. Hilda, quant à elle, est une servante également à la charge du démon. Le bébé s'attache très vite à notre racaille, sauf que ça fait chier au gars de devoir s'occuper d'un mouflon. Et je te comprends, mon pote, déjà que t'es qu'en seconde, tu es déjà survécu dans un lycée affreusement crade, faut pas te mettre trop de responsabilités non plus ou tu vas finir en dépression. Oga sera ainsi contraint de signer indirectement un contrat avec le bébé qui stipule de vivre en permanence à ses côtés. Et que si le contracteur s'éloigne à plus de 15 mètres du bébé, c'est la mort assurée. Finale l'ambiance, hein. Bref, le bébé se révèle pas si problématique que ça, puisque Tatsumi Oga acquiert par la suite les pouvoirs du démon, de pouvoir maîtriser l'électricité façon nouveau Pokémon de la 12G, ainsi que les pouvoirs démoniaques décuplant sa force physique, ce qui lui permettra de concourir pour la place de plus grande racaille du lycée d'Ishiyama. Au début de l'histoire, nous suivons donc la vie de Tatsumi Oga qui doit s'adapter à sa nouvelle vie de jeune parent, tout en devant se taper les racailles les plus insupportables de la galaxie. Nous faisons la rencontre d'autres personnages majeurs tels que Takeuchi Furuichi, le meilleur ami de Oga,
qui semble être une victime, comme le passage piéton, hein, et avoir un goût un peu dérangeant pour les filles. Tisser des... Mais on a aussi Alain Delon, le démon ayant transporté Babybel au Japon, et qui est spécialisé dans la téléportation. Le Oga décide de devenir le plus puissant de son lycée, et pour cela il devra affronter le TKKH. Ces initiales qui n'ont aucun sens désignent les 4 racailles les plus puissantes du bahut. Et en fait, c'est quoi le vrai but? Parce que je vais le révéler dès à présent. C'est pouvoir trouver quelqu'un de plus puissant et cruel que Oga, afin qu'il puisse se débarrasser du bébé une bonne fois pour toutes. Dans le lot, on compte Hajime Kanzaki, un spécialiste des coups de pied, qui semble également avoir un goût prononcé pour les yaourts à boire. Il ne serait évidemment pas d'oublier Tatsuya Emekawa, l'héritier d'une fortune élevée qui se sert de la ruse et de ses gadgets pour triompher. Mais nous avons également Aoi Kunieda, la seule fille du groupe étant chef d'un clan de combattantes nommé les Red Tail. Et enfin, nous avons Hidetora Tojo, le plus puissant du groupe. Un Ruka qui semble n'avoir d'œil que pour une seule chose, la baston. Après, il sèche souvent les coups. Par contre, ça va, il arrive à trouver des petits jobs, bien qu'il collectionne les licenciements façon carte Pokémon. Et donc ainsi, le premier arc se résume tout simplement à suivre notre cher Tatsumi Oga qui va tenter de battre chaque membre du TKKH afin de leur tenter de leur refourguer le bébé et donc à nouveau de pouvoir mener sa vie bien pépère. Mais il est déjà important de souligner que contrairement à la plupart des shonen neketsu, Belzebub adopte un ton très humoristique avec beaucoup de blagues portant sur l'humour burlesque ainsi que l'humour visuel. Gamin, mais t'as rêvé! Je t'ai jamais dit que j'acceptais d'être son parent! Son parent? Tu as pourtant tout fait pour qu'il soit là. Comment ça, il a tout fait? Ok, j'ai rien dit, c'est une pute. Quoi, tu me traites de crâne d'œuf? J'ai le poil abondant, t'as pas vu ma crinière? Si, d'ailleurs, t'as jamais pensé à te faire la boule à zéro parce que ta coupe, c'est un crime contre l'humanité. Accepterais-tu de devenir sa mère? Qu'est-ce que tu racontes? T'as pété les plombs ou quoi? Mais baiser, putain! Sho Arikawa. Quel abruti! À quoi ça lui sert de pomper le nom du voisin? Je peux pas me tromper avec cette technique. C'est pas du tout comme ça que ça marche! Il y a un certain nombre d'épisodes filler, mais qui ont une ambiance vraiment décontractée, avec une approche davantage orientée vers le slice of life, avec Spy X Family par exemple. Chaque personnage dispose d'une personnalité extrêmement bien construite, et on prend du plaisir à les suivre ainsi qu'à les écouter, parce qu'ici, on a un casting VF pas piqué des hannetons. Démon Suprême par exemple, qui est un de mes personnages préférés, se révèle être en réalité quelqu'un d'assez détendu. Sire, mais votre fils nous a fait parvenir les devoirs que vous lui aviez donnés. De quoi? Quel devoir? C'est pas mon genre de donner des devoirs. Ah oui, si, bien sûr. Et il les a fait, vous dites? Encore, petit hommage à ce pauvre Furuichi qui se retrouve toujours dans des situations problématiques, malgré sa volonté d'être un bon gars. Sauf qu'à partir du deuxième arc, tout commence à changer, pour mettre un peu de sauce dans le jeu. En effet, ici, Babybel a une fièvre, et c'est donc qu'elle a séparé d'Oga. Le tout malgré les interventions de 2 médecins venus des enfers. Lamia, dont je ne ferai pas de remarques sur son apparence, Qu'une élève de CM1, et encore, vous allez me dire que c'est un démon aussi? Dites, vous êtes sûr qu'elle s'est pas perdue? et Forecast, qui ressemble à un plagiat de slime de Dragon Quest. Enfin bref, Babybel finit par s'accrocher à Tojo, qui l'élève correctement. Pour une racaille sans trop de matière grise, c'est sympa ça. Mais cela met en colère Hilda, qui considérait Oga comme l'héritier du jeune maître, bien que cela avantage plus ou moins ce dernier. Mais Oga finit après un petit rêve de remise en question par tenter de retrouver Tojo et ses subordonnés, ce qui amènera à des combats palpitants, finissant bien entendu par la victoire de ce cher Oga. Puis ensuite, Lamia et Forecast retournent dans le royaume des démons, sauf que le petit Babybel commet un acte de génie, ou pas, et emmène accidentellement avec lui Oga et Furuichi, sachant qu'en plus Alain Delon, le démon téléporteur, finit par être gravement endommagé dû à la surutilisation de ses pouvoirs. Nos héros doivent alors trouver sa fille Angelica, qui sera sûrement capable de les aider. Mais pour cela, ils devront traverser un monde rempli de créatures exotiques, toutes plus farfelues les unes que les autres. Mais heureusement, bon, je vous passe le détail, ils finissent par sauver Angelica en la sauvant de contrebandiers et elle soigne Alain Delon, permettant à nos héros de retourner sur leur terre d'origine. Dans le troisième arc, nos protagonistes rejoignent un nouvel établissement après que le précédent ait été accidentellement détruit par Oga, dû à l'excitation de Babybel. J'espère que mec, t'as quand même un bon avocat, parce que là, c'est pas gagné pour pouvoir te défendre. Tout compte fait que l'intégration des racailles dans l'autre prestigieuse académie portant le nom de Saint Ishiyama n'attire pas un bon regard de la plupart des autres élèves qui sont plus aisés. Notamment aux yeux des 6 élèves les plus prestigieux et réputés de l'académie, les 6 saints chevaliers,
qui ne voient pas du tout nos personnages d'un bon œil et les traitent comme des êtres inférieurs. Une bagarre finit par avoir lieu, mais comme on peut s'en douter, ça finit par arriver aux oreilles du principal qui menace d'expulser nos élèves de l'école. Cependant, ce principal en question, qui se révèle plutôt sympa, leur propose un moyen d'arranger leurs différends avec les 6 singes chevaliers. Un match de volleyball qui aura lieu durant la fête de l'école. Les enjeux deviennent donc très sérieux, la réputation de nos héros ainsi que leur stabilité sont en grand danger. Il va falloir donc qu'ils fassent de leur mieux pour sauver leur école. C'est ainsi que nos héros s'entraînent durement, afin de se préparer pour le jour J, avec une bonne dose d'humour et certains passages chelous. Ok, t'es une voyeuse ma grande, c'est confirmé. Mais le jour fatidique arrive. Après une kermesse dont nos héros en profitent pour s'amuser, vient alors le match ultime et ce combat est pour le coup vraiment intéressant. Parce qu'il se démarque des traditionnels arcs de tournoi et inclut de la vraie stratégie comme au volleyball. Il y a aussi 2 élèves fanatiques de Oga et Furuichi qui ont entendu parler de leurs exploits et qui veulent absolument devenir comme eux. Nos héros finissent donc par remporter le match, mais à la surprise de tous, vient ce qui semble être une ancienne connaissance de Oga, Reiji Kiriya aka la Vipère. Une ancienne connaissance sortie d'entre les morts. On apprend qu'il souhaite régler ses comptes avec Oga qui lui a infligé sa cicatrice, qui avait tenté de sauver un autre élève que la Vipère harcelée, Miki, qui est devenu l'un des 6 saints chevaliers, et il a connu Tatsumi Oga durant leur collège. Mais Miki avait une haine profonde envers Oga parce que le chevalier pensait que Oga l'avait abandonné après l'avoir complètement ignoré une fois cette bagarre terminée. Sauf que nos héros finissent par unir leurs forces pour combattre la Vipère qui finit par fuir telle une couille molle, une bien grosse. Franchement, c'est pas plus mal. Tout est bien qui finit bien. Attends, mais j'ai dit ça, moi? Oh non, je crois que je me suis trompé sur le script, là, faut revoir. Mais il est important avant de continuer de noter que Belzebub adopte les thèmes classiques du Niketsu, à savoir l'amitié, la coopération, la détermination et l'effort qui finit par payer. Mais ce qui fonctionne réellement dans Belzebub, c'est que les situations dans lesquelles sont appliqués les clichés, elles sont totalement en lien avec le cadre scolaire de la série, puisque l'école est perçue comme un lieu idéal pour former des amitiés et des rivalités. Donc là, c'est parfaitement adapté aux clichés du shonen neketsu qui peuvent être redondants dans ce genre d'histoire. Mais là, il s'implémente tellement bien, et on prend du plaisir à suivre l'évolution ainsi que le quotidien de nos personnages. Et certains, comme Kanzaki ou Himekawa, finissent même par développer une relation amicalo-rivalesque avec Oga. Les confrontations fonctionnent extrêmement bien, et on a envie de voir nos personnages se taper sur la gueule, et provoquer accidentellement des gags à en mordre la poussière de l'humour. La série continue donc avec un 4ème arc qui introduit cette fois-ci le grand frère de Babybel, le prince Eno, qui lui aussi a pour mission assignée de détruire l'humanité. Sauf que là où Babybel n'est qu'un bébé chialeur, Eno est un gamin pourri gâté chialeur, en fait ça revient au même résultat quoi. Et en plus il n'a pas une, mais 3 servantes, qui ne rêveraient pas de ça sérieusement. Pas de commentaires déplacés, je vous vois venir. Mais c'est pas le seul événement impactant, puisque nous avons également l'apparition d'un autre personnage, Zenjuro Saotome, le nouveau professeur des racailles qui semble avoir connu Hidetora Tojo dans sa jeunesse. Et ce gars, croyez-moi, que c'est le personnage le plus amusant de la série. Le mec, il débarque comme ça et s'adresse aux gosses comme s'il en avait rien à branler. Et en plus, il est hyper décontracté dans son style. Informé que notre prof principal était remplacé. Dis donc, comment tu t'appelles, toi? Et je m'appelle Aoi Kunieda. Je vois. T'es plutôt mignonne pour une petite merdeuse. À part ça, t'as un copain? C'est bon pour vous? Aussi la voix de Ganondorf dans les derniers jeux Zelda au passage. Mais nous avons aussi un vrai enjeu majeur. Les 34 piliers de la division de Behemoth souhaitent anéantir l'humanité sous demande du prince Eno. Et Oga ainsi que ses amis se sentent désemparés, puisque les démons se révèlent extrêmement puissants au point d'être capables de détruire des villes entières et d'avoir pratiquement tué Hilda. C'est la merde. Sauf que Saotome, le professeur des élèves, semble être un spécialiste de la démonologie. Ainsi, Oga et Kunieda partent en voyage pour subir un entraînement, tandis que Himekawa et les autres élèves vont tenter de retrouver le prince Eno en jouant à des jeux vidéo en ligne. Après, t'aurais pu utiliser un outil sur Kali Linux, mec, ça aurait été plus simple. Bref, d'un côté, Oga et Kunieda acquièrent de la puissance, la jeune fille faisant même la connaissance avec, on va l'appeler Miaouz qui a fusionné avec Sanji. Enfin, il s'appelle comment en réalité, mais je trouve que c'est mieux adapté. Un démon surpuissant mais bien pervers, ce qui m'a mis mal à l'aise parfois. Et de l'autre, spoiler alerte, Furuichi Lamia retrouve Eno qui s'est situé juste dans la salle à côté d'eux durant leur session. N'empêche que cet arc reste très sérieux, puisque grâce à l'entraînement de Saotome, Oga a appris une nouvelle technique, le super biberon, qui lui permet de fusionner avec son mouflet, bien qu'il y ait un risque de perturbation de dissociation. Oga affronte donc les piliers de la division de Behemoth et finit même par tenir une citation épique. Bibel n'anéantira pas l'espèce humaine. Comment je le sais? Eh bien parce que je suis son père. Juste avant d'utiliser la technique du super biberon qui le rend complètement fou,
et on finit par voir fusionner Oga et Babybel pour en faire un être un peu étrange. Oh s'il vous plaît, de l'eau de javel pour mes yeux, c'est immonde. Mais si Oga et Babybel finissent par vaincre les démons, il y a un petit détail qui cloche. C'est que les deux combattants ont inversé leur corps, ce qui donne lieu à des situations complètement burlesques. Heureusement que tout finit par entrer dans l'ordre. Et cet arc nous fait comprendre une chose, c'est que pour Oga, Babybel compte réellement à ses yeux. Et il peut également compter sur ses amis qui seront toujours là pour l'aider, même ses anciens rivaux qui cherchent également à devenir les boss du lycée. Nous finissons donc avec le dernier arc qui conclut l'animé. C'est celui dans l'institut Demons, qui est, disons-le, un peu fade. Du moins, c'est comme ça qu'on peut le voir en visionnant l'animé. En effet, le prince Eno semble ne pas avoir dit son dernier mot et décide de se venger. Comment ? Vous allez vite le savoir. Nos héros apprennent donc que l'ancien lycée Ishiyama va être reconstruit, ce qui ravit la plupart de nos personnages. Sauf qu'en arrivant sur place, ils découvrent que tout est loin d'être normal. En effet, leur lycée semble avoir changé avec un certain goût qui est très discutable, ce qui met en rogne notamment Kanzaki. On apprend peu après que tout ça est un coup du prince Eno, ainsi que des piliers de Behemoth qui n'ont pas dit leur dernier mot. Au point que Behemoth lui-même ainsi que son fils Jabberwock finissent par apparaître. Mais honnêtement, la fin de l'anime est assez mauvaise malheureusement. Les épisodes sont un peu déstructurés et ça se termine sur une conclusion qui a ni queue ni tête. Dans le dernier épisode, on se retrouve direct avec une pseudo-conclusion où on pense qu'Oga est mort, mais peu après on apprend que Hilda et Babybel doivent repartir au royaume des enfers. Ce qui est honnêtement pas si émouvant que ça, puisque c'est même limite incohérent, parce qu'ils avaient, je rappelle, pour ambition de détruire l'humanité. Enfin bref, je viens de résumer la fin de Belzebub et je vous dois maintenant expliquer les raisons de la chute de cet animé. La diffusion de l'anime Belzebub s'est arrêtée en mars 2012, mais genre, soudainement, comme si on avait fait exploser le studio. Vous allez me demander quelles sont vraiment les raisons de l'échec de cet animé, alors qu'il semblait sortir des sentiers battus, et qu'il avait donc tout le potentiel pour réussir. Parce qu'en même temps, mélanger comédie, baston et vie parentale, ça semblait être une paire de manches pour former un joli résultat. Déjà en premier lieu, le mélange ne fonctionne pas tant que ça, parce qu'il est difficile, vu l'installation de l'univers, d'adopter des thématiques sérieuses, qui pourraient susciter les émotions, la réflexion du spectateur. C'est trop absurde, et en même temps c'est trop sérieux par moments, ce qui peut faire potentiellement décrocher. Deuxième point négatif, c'est possiblement les fillers, qui rallongent artificiellement la série. Déjà que ce type d'épisode est souvent critiqué dans les animés comme Naruto One Piece, même si là dans Belzebub, ça va, ils ne sont pas trop mauvais et collent bien à l'univers dans lequel notre protagoniste évolue, parce que la série est principalement humoristique. Et bon, l'histoire avance lentement. 4 arcs en 50 épisodes. C'est mou. C'est plus lent que le temps que des réformes scolaires intéressantes soient mises en place quand même. Après, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations concernant l'annulation de l'animé. Et je pense que les audiences n'ont tout simplement pas été au rendez-vous, dû au fait que ça relève de la théorie. Mais l'animé sortait au Japon en 2011, année du retour du légendaire Hunter x Hunter, mais aussi d'autres animés comme Fairy Tail ou Naruto Shippuden qui montaient en flèche. Et donc ça a un peu étouffé les chances à Belzebub de faire sa place. Cela a donc contraint un arrêt brut de l'animé, avec les derniers épisodes n'étant pas réellement bien cousus dans le bon ordre, en plus de s'arrêter sur un final vraiment bâclé. T'imagines si One Piece s'était arrêté au moment où Luffy va sauver son frère Ace? Il se serait éclaté, tu penses pas? Belzebub en plus manque de réels enjeux, il ne propose pas des thématiques aussi profondes que ce que les shonen peuvent proposer en général. L'humour reste au rendez-vous, mais tu as davantage l'impression que c'est une parodie de shonen quoi. En plus, il y a l'absence d'un power building, c'est-à-dire la construction d'un système de pouvoir unique. Tu vois un truc dans le style des scènes de Jojo Bizarre Adventure, quoi. Heureusement pour les fans de la première heure comme moi, l'univers continue à se développer à travers le manga qui compte au total 240 chapitres. Quelle est la véritable quête? Toujours trouver un moyen de se débarrasser de Babybel, bien sûr. On reprend donc là où les piliers de Behemoth avaient envahi l'ancien lycée de nos racailles préférés, que Oga finit par vaincre à l'aide de ses amis. S'ensuit alors Ida qui perd la mémoire et les élèves qui partent en vacances pour rencontrer un autre individu portant lui aussi un mouflet sur le dos, ce qui a le mérite d'offrir quelques combats bien sympathiques. Ensuite, on commence à avoir une intrigue plus sérieuse, nous apprenons pour résumer rapidement que la mère de Babybel est toujours en vie, que son portrait a été enfermé au sein de l'ancien établissement dont venait Himekawa, qui fait la rencontre à nouveau de la fille avec qui il passait ses journées à jouer aux jeux vidéo autrefois. Par la suite, on a le droit à un arc mettant en scène Furuichi nous permettant d'en apprendre plus sur sa rencontre avec Oga, mais à partir des derniers arcs, le ton change radicalement. Moins d'humour, du sang qui remplace les pleurs, ainsi que des affrontements contre de véritables démons, encore plus puissants que Behemoth. On retrouve l'ancien lycée Krado d'Ishiyama, où cette fois d'anciens chefs de lycée aux 4 coins du Japon semblent vouloir se battre afin de prendre le trône d'Ishiyama, chose qui ne fait pas du tout plaisir à nos héros. On fait également la rencontre de Shinobu Takamiya, un ancien élève de Sao Tomé qui a lui aussi fait un pacte avec un démon, Lucifer. Et nous apprenons qu'il existe aux États-Unis la Solomon Company, qui réalise des contrats avec les démons afin d'étendre l'influence du royaume des enfers. Et cela impliquera donc à Oga et Furuichi de partir aux États-Unis afin d'en finir une bonne fois pour toutes. Sauf que cet arc ainsi que le dernier sont complètement bâclés.
Probablement car le manga était en perte de vitesse et qu'il fallait donc trouver une conclusion à la série. En plus, il ne quitte même pas vraiment Babybel comme il le voulait au début. Mais il part à l'aventure avec Ida et Lamia dans le royaume des enfers et tout le monde a vieilli d'un an. Franchement, ça a été speedrunné la fin. Le manga s'est donc arrêté en 2014 et ce fut la seule œuvre de Ryohei Tamura, du moins majeure. Parce qu'après quelques recherches, il a bien tenté de créer d'autres œuvres comme Hungry Mary ou Cosmos, mais qui n'ont pas rencontré le même succès que Belzebub. Faut dire que les bébés, ça attire davantage la sensibilité. Enfin bref, il est temps de venir à la conclusion de l'histoire de Belzebub et des raisons de pourquoi cet animé mérite de ne pas être oublié. Alors est-ce que Belzebub mérite d'être tombé aux oubliettes? Mais pas du tout! C'est pas du tout une mauvaise série, loin de là. Alors oui, la conclusion, c'est un biberon préparé à 3h du matin, mais la série reste dans l'ensemble excellente, totalement adaptée pour ceux qui veulent découvrir les mangas ou suivre une histoire pas trop prise de tête. Le vrai problème de Belzebub est qu'il se retrouve dans une barrière de flou entre le shonen sérieux et mature et le slice of life complètement comique. Donc ça colle pas trop avec la construction de base, puisque Oga est un lycéen comme les autres, qui souhaite vivre une vie tranquille, et on peut difficilement lui implémenter des objectifs sérieux, ou incorporer un système de pouvoir. L'univers échoue à proposer un world building hyper détaillé qui pourrait pousser à la construction de théories par exemple. Cependant, la magie de Belzebub reste ses personnages, que j'apprécie pour la plupart et qui m'ont à chaque fois, avec leur comportement décalé, fait rire en éclats plus d'une fois, ceci notamment quand j'étais jeune. Et que il suffisait de mettre ne serait-ce qu'un bébé à poil qui chiale constamment pour rire à en mourir. Et puis les profondes amitiés qui se développent entre les personnages sont passionnantes. L'évolution du caractère de nos héros notamment, de nos personnages principaux et de la relation entre Oga et Babybel sont juste magnifiques. Il a quand même réussi l'impensable, mélanger la vie d'un ado devenu parent précoce avec de la baston de lycée contre des démons. Qui n'a pas d'esprit aussi fou pour réaliser un tel chef-d'œuvre? En résumé, Belzebub c'est une bizarrerie que personne n'a demandé mais que désormais on souhaite tous découvrir de par son originalité et de ses personnages extrêmement bien construits. En bref, c'est un chef-d'œuvre de l'humour qui ne se doit pas de rester mort prématurément, car il a également inspiré les animés modernes que nous connaissons aujourd'hui.